Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h18, on a envie de savoir ce qui nous attend dans les prochains mois. On a donc convié le chef économiste de Coface, Jean-Christophe Caffet, dont c'est le métier, prévoir le risque, ce qui nous attend. Merci d'être avec nous ce matin. Déjà, on est un peu perplexe parce qu'hier, on a eu deux signaux contradictoires. En tout cas, qui ne vont pas dans le même sens. La Banque mondiale qui revoit à la baisse ses perspectives de croissance pour le monde, qui dit 1,7% au lieu de 3%, c'est énorme au niveau mondial. Puis la Banque de France qui dit mais non, mais tout va bien, la France va s'en sortir, pas de récession, on va rebondir. Alors, vous êtes plutôt dans la team Banque de France ou la team Banque mondiale ? Alors, les deux. Bon. Vous ne mouillez pas comme ça. Il n'y a pas d'incohérence forcément entre ce que raconte la Banque mondiale pour l'économie mondiale et ce que raconte la Banque de France pour l'économie française. Il faut voir aussi que le timing de révision des prévisions n'est pas exactement le même. La Banque mondiale, le dernier exercice date un peu plus. Nous, on est sur un scénario de très fort ralentissement de la croissance mondiale sur 2023, en phase à l'épaisseur du trait avec la Banque mondiale, c'est-à-dire une croissance mondiale en volume qui serait sous les 2%. Ouais, c'est comme du quasiment jamais vu, non ? Enfin, je sais pas, dans les grandes crises seulement. Oui, on le voit dans les grandes crises en règle générale. Ce qu'on estime être le seuil d'une récession pour l'économie mondiale, c'est quand on est entre 1,5 et 2%. Donc, en gros, on tangente une récession au niveau mondial avec une hétérogénéité complètement folle, si je puis dire. Et les vérités des pays ne sont pas forcément les mêmes que pour d'autres pays. Pour la France, on est aussi en phase avec la Banque de France, puisqu'on est sur une croissance très légèrement positive. Là aussi, je ne suis pas certain que l'essentiel du débat soit sur l'épaisseur du trait au-dessus ou en dessous de zéro. On sera au voisinage de zéro. Pour le dire très clairement, d'ailleurs, on l'est au voisinage de zéro pour l'économie française depuis quelques trimestres désormais. Quand on regarde depuis la fin 2021, en séquentiel, on est sur une croissance extrêmement faible et ça devrait durer en 2023 en France. Sauf que sur le chiffre annuel 2023 France, on n'aura pas l'élan, l'effet d'acquis, comme on dit dans le jargon, qu'on avait pour 2022, et donc on aurait une croissance qui serait aux alentours de plus 0,2, plus 0,3%. Sur la question de la croissance mondiale, tout dépend de quand et comment va redémarrer la Chine. À quel moment vous voyez ce redémarrage ? Dans les semaines à venir, dans les mois à venir ? Alors, c'est de la grande question. C'est une grande incertitude. C'est une des principales incertitudes pour l'économie mondiale actuellement. Je ne suis pas épidémiologiste. On l'est tous devenus plus ou moins à la faveur de la pandémie. Quand on regarde les chiffres de contamination Covid en Chine actuellement, il y a de quoi être relativement pessimiste sur le très court terme. Quand on regarde les projections des centres de santé, il semblerait que le pic épidémique dans les grandes villes chinoises soit atteint, s'il n'est pas déjà atteint, d'ici fin janvier. Qu'ensuite, on ait une diffusion de l'épidémie dans les campagnes, un peu plus tardive, avec un pic épidémique qui est prévu là aussi pour mi-mars, fin mars, très difficile à dire. En tout cas, ce qui me paraît à peu près raisonnable comme hypothèse, c'est d'anticiper un rebond de l'économie chinoise à partir du second semestre. Les plus optimistes pensent dès le deuxième trimestre, nous on pense à partir du second semestre. Ce qui veut dire à nouveau tension sur les matières premières, tension sur les approvisionnements. Le retour de la Chine, c'est positif et négatif. Alors voilà, c'est quelque chose de très positif pour l'économie mondiale, naturellement, parce que la Chine, c'est pas uniquement l'usine du monde, c'est aussi un gros moteur de demande mondiale, bon marché de consommateurs également. Donc c'est une bonne nouvelle à ce niveau pour l'économie mondiale, en particulier pour les pays producteurs et exportateurs de matières premières. Pour faire la liste, il y en a un bon paquet. Mais ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle pour l'Europe, pour les raisons que vous aviez invoquées, qui sont notamment les impacts que ça peut avoir sur les marchés de l'énergie. On le sait, on peut y revenir. Si aujourd'hui l'Europe échappe au scénario du pire, c'est-à-dire celui d'une très forte contraction. Parce que les prix du gaz et du pétrole sont retombés. Sont retombés fortement. L'autre inconnu, évidemment, c'est l'inflation mondiale et la capacité des banques centrales, par les hausses des taux, à la maîtriser, à la mater. Pour vous, est-ce qu'on est en train d'y parvenir, à maîtriser cette inflation ? Alors pour l'instant, l'inflation, elle baisse pour les raisons, beaucoup de raisons, certainement pas à cause de l'activité des banques centrales. On le voit pas encore. Partie de ceux qui pensent que ça ne servait à rien d'augmenter les taux ? Non, je ne pense pas que ça ne servait à rien d'augmenter les taux, mais je pense que les effets des taux sur l'inflation ne sont pas encore visibles. Pour l'instant, l'inflation, d'où qu'on la regarde, elle baisse principalement aux États-Unis, en Europe, mais aussi dans les pays émergents, pour des raisons qui sont à peu près les mêmes, c'est-à-dire la baisse des prix des matières premières, qui est le principal contributeur à l'inflation sur 2022. Les impacts macroéconomiques des hausses de taux sur l'activité, sur le marché du travail et sur l'inflation, il reste encore à observer. Pour rappel, la première hausse des taux de la Fédérale Réserve aux États-Unis, c'était le 16 mars 2022, si ma mémoire est bonne. Ça fait moins d'un an. On estime d'ordinaire que les délais de transmission de la politique monétaire, c'est entre 9 et 12 mois.
on va commencer à voir l'impact du ralentissement provoqué par les hausses de taux. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune raison que les banques centrales arrêtent d'augmenter les taux. D'abord parce que l'inflation va peut-être redémarrer si la Chine repart. Alors. Et donc, est-ce que ce n'est pas un risque supplémentaire sur la croissance? C'est-à-dire, plus on va augmenter les taux, plus ça empêche l'économie de rebondir quand même. C'est effectivement un des principaux risques. Alors maintenant, les banques centrales, elles sont conscientes des délais de transmission de leur politique monétaire sur l'activité, sur les prix. Et après avoir mis 450 points de base dans les tuyaux pour la Fed, 350 pour la Banque d'Angleterre, 250 pour la Banque centrale européenne, ils vont en mettre encore quelques-unes. Ça a été très bien annoncé au marché sur les dernières semaines. Ayant conscience de ces délais de transmission, il va leur paraître aussi assez urgent d'attendre, si vous voulez, d'observer quels sont les... Donc vous pensez qu'elles vont s'arrêter, regarder comment ça marche, et après, il va y avoir une pause? Il va y avoir une pause. Pour la BCE, elle a un discours un peu plus martial aujourd'hui, un peu plus agressif sur les taux. Parce elle a dit qu'elle continuerait, clairement. Voilà, la situation n'est pas exactement la même sur le front de l'inflation en Europe par rapport aux États-Unis. Mais bon, moi personnellement, nous chez Coface, on doute un peu de cet activisme un peu forcené de la part de la BCE pour des raisons qui ont trait principalement à la solvabilité des États. Alors on va aller sur le plan micro parce que c'est votre métier quand même, évaluer les risques pour les entreprises. Est-ce que ce contexte mondial de hausse des taux d'intérêt, donc du financement des investissements, va peser sur les entreprises, leur trésorerie, sur les défauts, sur les faillites? Alors là aussi, il y a autant de situations que de pays, pour le résumer aussi rapidement que possible. On observe des faillites qui ont déjà fortement rebondi dans certains pays, l'Angleterre ou par exemple au Royaume-Uni, les faillites sont bien au-delà de leur niveau d'avant la pandémie. On observe en Espagne aussi. On observe au contraire des pays où les défauts sont à des niveaux extrêmement faibles, bien encore inférieurs à ce qu'ils étaient au plus bas de la pandémie au moment du quoi qu'il en coûte. C'est le cas de l'Italie. Et puis on a des pays dans des situations intermédiaires, typiquement la France, où on est 40-45% au-dessus de niveau des défaillances observées l'an dernier, mais toujours 20% en dessous du niveau normal de défaillance. Ouais. Donc il y a beaucoup de situations, une très forte hétérogénéité sur la microéconomie comme sur la macroéconomie. Ce qu'on constate en revanche, c'est que la tendance, dans la plupart des pays, elle est quand même orientée à la hausse pour des raisons que vous évoquiez, qui sont l'impact sur les trésoreries d'entreprise des précédentes hausses, des hausses des prix des intrants lesquels on a observé. Va s'y ajouter maintenant l'impact des resserrements monétaires, la hausse des taux d'intérêt. On le voit, le taux des crédits en France, aux entreprises, il a doublé, il est passé de 1,5 à 3% selon les statistiques de la Banque de France. Et puis, on a de manière plus organique, si je puis dire, une crise qui aujourd'hui est fondamentalement différente de celle qui était la crise Covid. C'est-à-dire que la crise Covid, c'était une crise qui, par définition, était temporaire. Personne n'imaginait le 16 mars 2020, quand le confinement a été annoncé, qu'on passerait notre vie chez nous. C'était prévu pour être 3 semaines. Bon, finalement, ça a duré 3 mois, mais on ne s'imaginait pas qu'on serait reclus chez nous éternellement. Là, aujourd'hui, la crise énergétique, c'est quelque chose qui est durable. Donc, ce n'est pas exactement la même donne. Mais du coup, est-ce qu'on n'a pas totalement une vision du tissu économique français, notamment des TPE, des PME, qui est faussée par ces aides du gouvernement sur les questions d'énergie, comme ça a été le cas pendant le Covid? Est-ce que vous voyez, dès qu'on enlève les aides, les défaillances d'entreprises augmenter ou une résilience de ces entreprises? Vous avez fait la réponse à la question, si je puis dire. C'est que déjà, ces aides, elles sont fortement... Enfin, elles n'ont pas vraiment du même calibre que ce qui avait été décidé pendant le Covid. Pendant le Covid, on avait des aides tout mouillées qui étaient entre 10 et 12% du PIB. On est plutôt sur 2-3% aujourd'hui. Par ailleurs, elles sont temporaires. Comme vous l'avez dit, elles commencent à être retirées. Certaines l'ont déjà été. Mais là aussi, compliqué, compte tenu des marges de manœuvre de budgétaires, j'entends, de les proroger éternellement. Donc oui, les défaillances vont continuer d'augmenter, probablement s'accélérer dans un certain nombre de pays. Nous, on n'est pas non plus de ceux qui prévoient l'apocalypse, si je puis dire, sur le front des défaillances. On veut une normalisation accélérée de la sinistralité des entreprises, compte tenu de ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire de la crise énergétique, du moindre soutien budgétaire, de la hausse des taux d'intérêt. Et encore une fois, je finissais là-dessus, c'est important. La crise, elle est différente parce qu'elle est durable alors que la crise Covid était temporaire, et aussi parce que la crise Covid, elle se matérialisait par une baisse des coûts. On tirait le rideau de fer, il n'y a plus de coûts. Aujourd'hui, les coûts continuent d'augmenter. Vous dites crise durable, ça va durer combien de temps la crise? Et si vous deviez faire un pronostic sur le rebond économique, le retour du cycle, c'est quand? Compliqué à dire. Ce qui me paraît certain, c'est que la crise énergétique, c'est pas anecdotique, c'est pas un épiphénomène transitoire, c'est une tendance lourde. Ouais, avec la transition notamment. Alors qu'on soit dans un scénario de transition énergétique a fortiori ou dans un scénario même tendanciel, business as usual comme on dit, on va manquer d'énergie. Il va falloir faire des investissements colossaux, les investissements dans le pétrole et dans le gaz, exploration et production,
fortement baissé il y a 10 ans à la faveur de la crise pétrolière de 2014-15, de nouveau baissé en 2020, à peine rebondi depuis. Donc on va manquer de pétrole et de gaz dans un scénario tendanciel. Dans un scénario de transition, c'est encore pire, si je puis dire, d'un point de vue des investissements réalisés. Il va falloir investir entre 2 et 2,5 trillions de plus que ce qu'on investit aujourd'hui en énergie décarbonée. Tout inclus, c'est-à-dire avec les réseaux, le stockage, etc., pendant les 10 prochaines années pour se mettre sur une trajectoire compatible avec les accords de Paris. 2,5 trillions de dollars par an pendant 10 ans, c'est 25 trillions de dollars, si mes calculs sont bons, ça représente l'ensemble de l'encours de la dette négociable américaine. Ouais. C'est un peu d'argent. Donc c'est pas 2024 le rebond. C'est un élève de Jean-Marc Daniel, donc vous devriez répondre « Je ne suis pas Madame Irma » à cette question. Alors, c'est le point de convergence que j'ai avec Jean-Marc Daniel, c'est que ni lui ni moi ne sommes Madame Irma. Maintenant, oui, il y a des raisons d'être relativement pessimiste pour le cycle européen, j'entends. Évidemment, il y aura des gagnants, il y aura des perdants dans ce scénario de long terme. Écoutez, on va faire avec, mais en tout cas, c'est passionnant. Merci beaucoup Jean-Christophe Caffet, chef économiste de Coface, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.